Formellement, depuis le début du mois d'août, la Terre, notre belle Terre, vit à crédit. En clair, durant les mois qui ont précédé, ses habitants ont consommé les ressources que la planète est à même de fournir et de renouveler pour l'ensemble de l'année. Un cap que la Suisse a franchi au mois d'avril dernier déjà, notre pays étant un gros consommateur de ressources. Pour assouvir notre niveau de consommation, nous autres, Helvètes, nous aurions besoin de l'équivalent de 3,3 planètes Terre. Alors, rendre les techniques plus efficaces nous permettra-t-il de sortir un jour de cette impasse ? Notre invité du jour, a priori, n'y croit pas. Pour lui, seule une transformation en profondeur de notre mode de vie va nous permettre de quitter cette voie sans issue. Bonjour Philippe Roch. Bonjour, Monsieur Maté-Doré. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin en direct de Genève. Le grand public vous connaît bien, Philippe Roch. Vous avez été notamment directeur de l'Office fédéral de l'environnement. Vous êtes resté actif dans le domaine comme consultant indépendant. Vous avez, durant de nombreuses années, participé activement à l'évolution du droit international de l'environnement dans les domaines du climat, de la biodiversité, des produits chimiques, de la gouvernance environnementale aussi, avec des résultats tangibles. Et puis, vous êtes écrivain aussi. Vous avez publié plusieurs ouvrages à succès sur l'environnement, votre rapport à la nature, rapport spirituel. Vous étiez d'ailleurs ce week-end l'invité du livre sur les quais à Morges. On va peut-être commencer, Philippe Roch, avec l'actualité que nous offre ce week-end, cette ratification de l'accord de Paris sur le climat, ratification qui vient de la Chine et des États-Unis, saluée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Je le cite, il a dit ce week-end: le débat sur le phénomène climatique, sur le réchauffement, est scientifiquement et écologiquement terminé avec ces deux ratifications. Qu'en dites-vous, Philippe Roch ? Oui, c'est effectivement, je partage cet optimisme parce que j'ai vécu toute cette phase depuis Rio où, d'une part, les Américains refusaient de reconnaître même le phénomène climatique ou la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, et la Chine, de son côté, disait « mais nous, on est pauvres, laissez-nous d'abord nous développer avant que nous puissions faire quelque chose ». Donc cette ratification, elle démontre un immense progrès à ce niveau scientifique et politique. C'est la reconnaissance du problème et la reconnaissance qu'il faut agir. Donc Ban Ki-moon a tout à fait raison de souligner que c'est un moment historique. Après, il reste à faire le boulot. Et c'est là où je suis beaucoup moins optimiste. Mais il faut bien commencer. Je me réjouis. Permettez-moi d'être optimiste aujourd'hui en me disant, voilà, il y a un grand pas qui est fait. C'est le début d'un processus qui va malheureusement durer encore longtemps. On retient votre optimisme, Philippe Roch. Le débat sur, je veux dire, les climato-sceptiques vont se taire dès maintenant. C'est ce que dit Ban Ki-moon. Vous y croyez, vous ? Non, parce que vous savez, l'avantage du climato-sceptique, c'est qu'il est tout seul dans une immense communauté. Alors, quand vous êtes tout seul à dire le contraire des autres, vous êtes mis en évidence et il y a beaucoup d'ego dans ces climato-sceptiques. En tout cas, certains d'entre eux qui ont utilisé leur position pour se mettre en avant. Mais je crois qu'ils sont aujourd'hui tellement plus reconnu du tout, parce qu'il y a l'évidence, le problème et la liaison du problème climatique avec les activités humaines telles ils ont perdu toute crédibilité. Alors, ils ne vont pas se taire, mais je pense qu'on ne va plus leur accorder beaucoup d'attention. Pour entrer en vigueur, ces accords de Paris doivent être ratifiés par au moins 55 pays, représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre. La Chine et les États-Unis, ce sont désormais 26 pays qui ont apposé leur signature pour un total de 39%. Il y a encore du boulot. Comment s'assurer que ce ne sera pas une nouvelle fois des paroles sans acte ? Alors, la ratification, j'y crois, parce que je pense qu'il y a toujours des processus assez longs dans certains pays, mais le leadership qui est pris aujourd'hui par les États-Unis et la Chine ne pourront que convaincre d'autres, plus petits, à ratifier. Je ne sais pas où en sont les pays insulaires, parce qu'on a toujours beaucoup compté sur eux. Tous ces petits pays, il y en a une cinquantaine, qui ont chacun une voix, comme les autres, et qui sont directement menacés par les changements climatiques, quasiment menacés de disparaître. Eux sont en général très actifs. Alors, je ne sais pas s'ils ont déjà tous ratifié, mais quand j'entends le nombre de 36, je me dis que ça va assez rapidement arriver maintenant au chiffre de 55 qui est nécessaire. Paris, c'était la COP 21. Il y a eu évidemment d'autres conférences bien avant. Copenhague était un échec. Il y a eu Kyoto, etc. Vous croyez encore à ces grands leviers internationaux, ces grands leviers diplomatico-politiques pour s'occuper du climat, ou est-ce que ça ne suffit plus ? Alors, ça ne suffit pas, mais c'est indispensable. Son gros paquebot, et puis il n'y a pas un capitaine, il y en a 195. Le système de l'ONU est évidemment faible parce qu'on arrive à des décisions par consensus. Ce qui fait que tant que vous avez des oppositions fermes sur certains points, il faut toujours négocier, ce qui fait que les accords finalement sont assez faibles.
Et c'est quand même la vertu de Paris. Le résultat n'est pas mirobolant, on ne va pas sauver la planète avec l'accord de Paris. Mais j'ai de l'admiration pour la France qui a réussi à faire de cette conférence un moment de mouvement en faveur de mesures pour le climat. Et oui, il faut travailler avec ça. Puis après, c'est à chacun de faire son boulot. Et là, la Suisse, en tout cas, a souvent joué un rôle parmi les pays les plus avancés, ceux qui poussent pour des solutions. Et il faut continuer à faire cela. Puis ensuite, faire le travail chez soi, bien sûr. Ça va aussi passer par là. On va en parler de la Suisse. Il nous reste quand même une bonne vingtaine de minutes. Il y a la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral. Puis il y a une votation qui nous attend le 25 septembre pour une économie verte. Bon, mais si on revient quand même sur cette ratification de la part des États-Unis et de la Chine, ratification de l'accord de Paris sur le climat, Esther Coco, vous avez lu ça dans le Tagesanzeiger, ils préfèrent pousser plutôt que freiner. Les États-Unis n'ont pourtant jamais voulu ratifier le protocole de Kyoto, la Chine non plus, elle qui s'est longtemps considérée comme un pays en développement qui devait jeter le charbon et le pétrole par les fenêtres pour rattraper les autres pays industrialisés. Cette ratification de l'accord de Paris sur le climat est donc un tournant, commente aujourd'hui le Tagesanzeiger, un changement de cap calculé froidement, car ces dernières années, Pékin et Washington ont déjà beaucoup investi dans les énergies renouvelables, 3 millions d'emplois dans ce secteur en Chine, 700 000 aux États-Unis. De nombreuses entreprises travaillent activement dans ces pays pour développer la mobilité électrique, tandis que le charbon est en recul. La Chine et les États-Unis prouvent donc que les deux pays considèrent la protection du climat plus comme une chance que comme un risque et qui veulent pousser les investisseurs à se détacher des sources d'énergie fossiles pour investir dans les nouvelles énergies. C'est une intéressante analyse, vous la partagez, Philippe Roch. Au fond, c'était un pur calcul économique. On veut que nos investissements dans l'économie verte, que ces investissements croissent. C'est pour ça qu'on ratifie l'accord de Paris. C'est un calcul économique avant tout. Oui, c'est pure intelligence. C'est ça le grand pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte que préserver l'environnement, travailler en faveur d'un équilibre avec la planète est le seul moyen de la prospérité à long terme. Alors, les calculs peuvent être plus ou moins égoïstes ou étroits, mais finalement, le résultat, c'est qu'on a compris que d'investir dans une attitude beaucoup plus respectueuse dans l'environnement, c'est le seul moyen d'exister à long terme et d'assurer la prospérité. Ça, c'est vraiment un grand pas en avant par rapport à ces deux pays qui, justement, comme le dit l'analyse, ont prétendu le contraire jusqu'à il y a peu. Moi, j'étais à Kyoto, c'était quand même navrant de voir les États-Unis lutter pour affaiblir ce protocole qu'ils n'ont finalement jamais ratifié. Alors ça a vraiment changé aujourd'hui. Mais là, on nous parle de croissance, certes une croissance plus renouvelable, plus verte, mais croissance quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudra limiter cette croissance pour sauver la planète ? Oui, alors ça c'est la question qui n'est pas abordée, ni dans le changement climatique, ni dans l'initiative dont on va parler tout à l'heure. Et ça reste le problème fondamental, c'est que tant que nous sommes prisonniers d'une idéologie de la croissance et que toutes nos institutions fonctionnent sur la base d'une perspective de croissance, je parle de croissance là, quantitative, bien sûr, eh bien, nous sommes piégés là-dedans. Et un jour ou l'autre, si nous ne corrigeons pas cette idéologie, c'est la nature qui va nous la faire corriger brutalement. Donc il faudra changer. Mais je considère que l'accord de Paris d'une part, l'initiative pour l'économie verte d'autre part, sont des pas vers une transformation plus profonde. Et j'apprécie ces pas, même s'ils ne remettent pas en question le système fondamental, parce que c'est le début. Nous nous préparons à des changements plus importants par ces petits pas. Et ça, c'est quand même très réjouissant. Alors, vous êtes venu sur l'initiative sur laquelle nous voterons le 25 septembre prochain pour une économie durable et fondée sur une gestion saine des ressources. Ça pourra générer un vrai changement en cas d'acceptation. Certains disent que le but poursuivi est bon, comme par exemple Doris Leuthard, mais que c'est beaucoup trop rapide, ce cap de 2050. Ça va occasionner des pertes d'emplois, ça va mettre les entreprises suisses face à des blocages. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ? Oui, c'est très intéressant de voir la position
surtout du Conseil fédéral et de Doris Leuthard, parce qu'elle est mesurée, c'est pas comme les opposants ont des arguments qui commencent un peu à m'exaspérer, mais dans leur propagande. Mais Mme Leuthard est très, très mesurée. Et qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je l'ai entendu la semaine passée à Genève. Elle dit qu'elle est d'accord avec les objectifs. Elle reconnaît qu'il faut arriver, ça paraît évident, au fond, à toute personne qui gère l'argent du ménage. C'est qu'à un moment donné, quand on dépense plus que ce qu'on a, on grignote le bout d'économie que nous avons, puis un jour, il n'y a plus rien. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la planète. Ça, elle le reconnaît. Elle dit, il faut arriver à une économie circulaire. C'est un mot qui dit, l'économie doit prélever dans la planète et puis restituer ce qu'elle a prélevé de manière à ce que ce soit durable. Mais elle dit que c'est trop tôt. Alors oui, c'est là où il y a une des contradictions flagrantes chez elle, parce qu'elle dit, c'est trop tôt. C'est une génération. 35 ans, c'est une génération. Et c'est pas seulement une génération humaine, mais c'est aussi une génération d'entreprises. Sur 35 ans, toutes les entreprises se transforment, elles réinvestissent, etc. Donc le délai donné par l'initiative, je trouve extrêmement intelligent parce que justement, il ne précipite pas les choses. Et quand on lui dit ça, Mme Leuthard répond « Ah oui, mais 2050, c'est trop long ». Donc elle a les deux langages. Elle dit c'est trop long parce qu'on ne sait pas ce que sera le monde en 2050. Elle dit ça textuellement, je l'ai entendu jeudi passé. Et alors je trouve assez amusant parce que elle prouve par là le bien fondé et le côté modéré de l'initiative, puisque justement, comme nous ne savons pas ce que le monde sera en 2050, c'est le moment aujourd'hui de dire, et ça, si le peuple suisse le fait, ce sera formidable, de dire notamment au Parlement qui n'a pas très envie de bouger, voilà où nous voulons être en 2050, nous voulons être dans une situation d'équilibre avec la planète, et vous avez une génération pour y arriver. Alors, ce ne sont pas des mesures coercitives. D'ailleurs, là, le texte de l'initiative est extrêmement tendre à ce sujet, puisqu'il commence par l'information, par la formation, par l'innovation, ce que dit le Conseil fédéral tous les jours. Oui. Et puis ensuite, des objectifs, puis ensuite, des travaux de coopération avec l'économie, ce que dit toujours Mme Leuthard à juste titre. On commence par cela, c'est souvent le plus efficace. Et puis si il n'y a pas de bonne volonté du côté de l'économie, alors il faudra des lois un peu plus sévères. C'est vraiment une subsidiarité qui est extrêmement bien construite et qui ne correspond pas du tout à l'image que les opposants essayent de donner de cette initiative. Oui, parce que les plus farouches opposants à ce texte parlent d'obligation, de centralisation, de contrôle accru, d'impôts nouveaux, de mainmise de l'État, de taxes, enfin bref, de quelque chose de très très punitif. Ça, on entend souvent l'écologie punitive. Oui. Il y a du punitif là-dedans, vous en voyez ? Non, il n'y a pas trace de punition. Lorsqu'on parle d'impôts, il y a eu des grandes études à Berne faites sur la transformation du système fiscal pour le rendre moins lourd pour les personnes, et pour les travailleurs, etc. Et puis taxer plutôt justement les ressources de manière à inciter autant les consommateurs d'ailleurs que l'économie à les économiser. Alors on n'a pas encore trouvé le système, mais il y a une volonté politique de le faire. Moi, c'est exactement ce que demande l'initiative. Elle ne demande pas d'alourdir la taxe sur les gens. Et dans un système qui devient intelligent, économe, finalement les services sont meilleurs marchés, les ressources sont meilleurs marchés. On améliore la qualité de vie des gens. C'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui déjà, dans une certaine mesure, le succès de la Suisse. C'est une économie qui est déjà efficace, elle n'est pas suffisamment. Mais on voit bien qu'une économie de qualité, elle est beaucoup plus prospère, beaucoup plus profitable qu'une économie lourde, comme on a connu justement, vous avez parlé de la Chine tout à l'heure, eh bien, cette économie du charbon, elle finit, elle a créé peut-être des progrès économiques pour certaines personnes, mais les Chinois voient bien que ça ne peut pas continuer comme ça, que la pollution, la mauvaise qualité de vie des gens n'a pas d'avenir. Donc, ce que propose l'initiative, c'est prendre le temps d'une génération pour être parmi les pays les plus modernes du monde, et par conséquent, le jour où le monde entier se rendra compte qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il commencera à y avoir des crises économiques encore plus graves qu'aujourd'hui, la Suisse sera prête avec une technique avancée, avec des savoir-faire qu'elle pourra même vendre dans le monde entier. On entendait un reportage à 7h20 de Roger Guignard réalisé dans le canton de Neuchâtel, dans une entreprise de décolletage. Enfin, on connaissait bien tout ce tissu de l'arc jurassien qui disait oui, les objectifs sont certes louables, enfin c'est beaucoup trop tôt. Un peu ce que dit Mme Leuthard, ancienne ministre de l'économie aussi. Si sans les entreprises, on ne va pas pouvoir réussir ce pari, Philippe Roch. C'est plutôt mal parti. Oui, parce que c'est un langage qui commence à
à prendre corps à cause de la propagande qui a fait autour de cette initiative. Propagande, le mot est fort quand même. Hein. Oui, mais quand on voit la campagne d'économie suisse, moi je suis découragé. Je suis désespéré de voir que les leaders de l'économie utilisent de tels arguments. Ils pourraient au moins discuter les arguments. Je suis tout à fait d'accord qu'on ne soit pas d'accord avec nous, et j'aime le débat politique, mais d'assassiner les initiants avec des arguments massus, en annonçant la fin du monde pratiquement avec cette initiative, ça me désole parce que ça empêche un vrai débat. Est-ce que c'est pas le jeu politique, au fond, bien naturel? L'économie suisse fait son boulot, non? C'est un style qui est né au moment de l'UDC blochérienne et qui, pour moi, a vraiment dégradé la qualité du débat politique. J'ai connu ce débat politique avant cette phase de l'UDC blochérienne, et là, on avait des discussions, et comme directeur de l'environnement, j'avais évidemment beaucoup de discussions conflictuelles avec des représentants de tous les partis, d'ailleurs, mais on avait des vraies discussions, et c'était formidable. On arrivait à avancer, et moi, ça m'a fait progresser, par exemple, parce que c'est vrai que, comme jeune militant, j'étais plus absolu dans les mesures à prendre, puis peu à peu, j'ai appris, non, mais on peut arriver à des résultats par le dialogue, par la coopération, parce que j'ai mieux compris aussi les besoins de l'économie. Mais ce langage de confrontation, et aujourd'hui, dans ce débat qui est animé uniquement par les opposants à l'initiative, parce que les initiants sont extrêmement explicatifs. Peut-être trop discret, selon vous? Il devrait être plus offensif? Non, le peuple n'est pas bête, et puis moi, je respecte les gens, donc je pense qu'il faut parler, il faut expliquer, et puis c'est vraiment dommage que des personnalités aussi fondamentalement intelligentes et puissantes que les représentants de l'économie ne participent pas à ce débat de manière plus intelligente. Un mot quand même, il y a cette initiative, puis il y a la stratégie énergétique 2050, là aussi même délai du Conseil fédéral avec notamment la sortie progressive du nucléaire. Ça, c'est une bonne chose ou c'est une forme de gesticulation politique? Je vous pose la question sans embâche, Philippe Roch. De la part de Doris Leuthard, c'est vraiment une volonté courageuse. Elle a vraiment fait une conversion et s'est rendue compte qu'il fallait changer les choses. Et tout d'un coup, pour elle, 2050, c'est pas trop court, c'est pas trop long, c'est juste. Alors tant mieux, elle a tout à fait raison. Mais j'aimerais bien qu'elle applique la même réflexion à l'initiative pour l'économie verte. Malheureusement, et c'est là, sur ce point que j'aimerais venir, c'est que le Parlement a commencé à démanteler cette stratégie, notamment en enlevant les objectifs les plus ambitieux qui étaient vraiment la force de cette initiative pour l'énergie, en disant on va réduire de moitié la consommation des ressources non renouvelables, on va augmenter le renouvelable, et puis on va diminuer la consommation, etc. En général, il y avait vraiment toute une logique qui était bonne. Il y avait des petits défauts de détail, mais enfin, la logique était bonne. Et ça, le Parlement n'en veut pas. Et alors, moi, ce que je crains beaucoup, parce que Doris Leuthard a fait une deuxième chose, le Conseil fédéral, ils ont proposé une modification de la loi sur l'environnement pour aller dans le sens de l'initiative pour une économie verte, avec des mesures plus douces, mais quand même les mêmes objectifs. Mais ça, le Parlement n'en a pas voulu. Il s'est opposé. Donc, il ne reste qu'une solution au peuple suisse aujourd'hui, c'est de voter cette initiative et de dire au Parlement, nous voulons aller dans cette direction. Et allez-y, vous avez maintenant le mandat du peuple. Et c'est ça que certains politiciens n'aiment pas. Oui, vous n'en êtes pas formellement, même si vous avez encore votre carte du PDC dans la section genevoise. Philippe plus de Roch, mandat politique. Vous n'avez plus de mandat politique. Bon, autre combat, s'il en est, le vote des Suisses sur l'immigration de masse doit être respecté. Valérie Droux? Oui, c'est le point développé dans l'éditorial de 24 heures ce matin. Le projet d'application de la Commission des institutions politiques du national, sans contingent, sans plafond et avec une préférence indigène quasi inopérante, ce projet ne respecte ni la lettre ni l'esprit du texte. C'est un problème, car si on commence à vider de sa substance l'initiative une fois votée, eh bien cela ne fera qu'augmenter le sentiment anti-élite, cela poussera au lancement d'initiatives toujours plus musclées et au final cela renforcera les partis populistes. Vous parliez il y a un instant de ce discours qui s'est musclé sous la férule de l'UDC, qui a contaminé enfin quasiment l'ensemble de la classe politique suisse, le ton qui s'est durci depuis 15-20 ans en Suisse. Bon, cette volonté populaire n'aurait pas été respectée depuis 2 ans, 9 février 2014, ce qui contribuerait à renforcer le sentiment populiste en Suisse et à faire que le débat se tende encore, que le ton se durcisse. Est-ce que vous partagez cette intéressante analyse, Philippe Roch? Partiellement, d'abord 2 ans, on est encore dans le délai de l'initiative. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas respecté, puisque c'est un délai important. Enfin, on tourne pas mal en rond quand même. Oui, alors c'est ça le problème, c'est qu'on tourne en rond.
c'est difficile. Le texte d'initiative est contraignant de certaines mesures. On voit bien que c'est difficile. On voit bien qu'on n'a pas envie de quitter l'Europe. On ne veut pas sortir de nos accords bilatéraux. Moi, je soutiens d'ailleurs ces accords. Et puis, c'est difficile. Ce qui m'a manqué depuis le début, depuis même la campagne qui a précédé cette initiative, c'est que je crois que le monde, je dis monde politique, c'est très général, n'a pas encore compris qu'il y a un souci profond dans la population par rapport à la croissance de la population, par rapport aux transformations de notre société. Et alors, on a prétendu juste avant qu'il fallait faire plus de logements et puis garantir l'emploi, ou les salaires même. Ce qui n'est pas faux, mais enfin, ce n'était pas ça, la préoccupation des gens. Et on se moque un peu aujourd'hui, surtout même dans les milieux culturels, de cette Suisse traditionnelle, des villages, des campagnes, ça n'existe plus, la Suisse n'existe pas, etc. Et ça, je pense que c'est ça qui a miné la confiance des Suisses, qui fait que finalement, cette initiative a eu une majorité, mais qui ne représente pas forcément dans les détails ce que veut le peuple suisse. Mais je pense que le peuple suisse veut qu'on réfléchisse à ces questions. C'est un peu ce qui s'est passé avec Mme Merkel. C'est pas moi, quand elle a annoncé au début l'ouverture de l'Allemagne, j'ai dit, soit elle devra s'excuser dans une semaine, soit elle devra démissionner. Et c'est à peu près ce qu'elle fait, pas une semaine après, mais quelques années après. On a vu ce qu'elle a subi dans les urnes, dans son land ce week-end. Moi, je m'attendais totalement, parce que c'était maladroit. Moi, je suis ouvert au monde, j'aime le monde tel qu'il est, les échanges. Mais il faut aussi préserver ce qui fait le fondement d'une population et lui garantir que ça va rester. Alors, quand la politique se moque de ça, le peuple, il se réfugie sur des textes qui sont pas bons et après, on a de la peine à en sortir, évidemment. Ecopop, c'était un texte sur lequel vous étiez prononcé sans être un partisan de l'initiative. Vous avez dit c'est une bonne question. Au fond, la question est légitime. Vous dites toujours ça 2 ans après. Bonne question mal posée, avec mauvaise réponse. Oui, tout à fait. Moi, j'ai souffert dans la campagne Ecopop. On vous avait beaucoup attaqué, oui. J'étais à peu près le seul qui représentait ce débat dans la Suisse romande. Et puis, effectivement, c'était pas bon non plus, mais je voulais qu'on discute justement de la croissance, et notamment de la croissance démographique. Et puis, ce débat a peu eu lieu, parce qu'il y a là aussi une campagne tellement dure, excessive, contre les initiants, que ça n'a pas été possible. Bon, tant pis, on a le droit de temps en temps d'être dans le mauvais débat. Et puis, j'ai tout de suite reconnu que c'était mieux que ça se finisse comme ça. Mais le débat reste, et il faudra l'avoir, ce débat sur comment organiser ce pays pour qu'il reste ouvert, etc. Moi, vraiment, encore une fois, très heureux de tout ce qui se passe ici, mais en gardant les qualités profondes. Si vous regardez les immigrations massives qu'on a eues dans le passé, je pense aux Hongrois en 1956, ce sont souvent les personnes les plus suisses aujourd'hui. Donc, il y a moyen d'ouvrir la Suisse tout en préservant ce qu'elle est et ce que le monde entier admire chez elle. Mais il faut y travailler. Il ne faut pas juste avoir ce débat, est-ce qu'il faut ouvrir ou fermer les frontières. C'est un débat trop simpliste. Il faut vraiment travailler. Pas de slogan politique, oui. Ouais, ça c'est jamais très bon quand même. Un dernier débat, Philippe Roch, en 1 minute, pas important. C'est l'âge de la retraite, ce matin dans la presse romande, Valérie. Oui, interview dans Le Temps de Giuliano Bonoli, expert en politique sociale. Alors, il donne son avis négatif sur l'initiative AVS+, soumise au vote le 25 septembre, qui veut augmenter les rentes de 10%. Il utilise une image, augmenter les rentes pour tout le monde, c'est tirer sur une mouche avec un bazooka. Il rappelle que dans une société vieillissante, thématisée autour de l'AVS, il n'y a rien de mieux électoralement parlant. Et puis, si on sort un peu de la réflexion des objets de votation, de débat au Parlement, l'idéal pour lui serait de supprimer la notion d'âge de la retraite, comme le modèle suédois où la flexibilité est reine. C'est beaucoup plus en phase avec notre époque, dit-il, où déjà maintenant des gens qui travaillent jusqu'à 70 ans, on en voit d'autres qui s'arrêtent avant 65. Le problème, c'est la valeur psychologique aussi très forte de cet âge de référence, valeur administrative aussi, puisqu'il est également référence pour le calcul ou le versement d'autres prestations sociales. Petit exercice radiophonique, Philippe Roch, en 20 secondes. Cet âge ne veut plus rien dire. Cet âge limite. C'est faux. Il faut bien des références. Je ne suis pas contre la flexibilité. Je pense que c'est excellent si on peut offrir la flexibilité. Mais on voit bien aujourd'hui que l'AVS offre vraiment le minimum des minimums aux personnes âgées qui n'ont que l'AVS. Donc, il faut absolument voter cette initiative AVS+, qui est une petite augmentation du minimum. Mais la flexibilité, elle va profiter à qui ? Aux personnes qui ont des métiers où on gagne beaucoup d'argent, on a des métiers intellectuels. Les travailleurs qui sont au minimum, ils ne pourront pas prendre leur retraite anticipée, ils ne vont pas gagner assez. Donc, c'est un peu léger d'annoncer ça sans proposer des mécanismes qui sont extrêmement compliqués
pour sauvegarder, parce que c'est la première priorité, sauvegarder une vie décente pour les personnes qui ont travaillé dans leur vie, mais qui n'ont pas atteint des niveaux de salaire suffisants pour avoir un deuxième, un troisième pilier. C'est ça l'intérêt majeur de cette AVS, et c'est pour ça qu'il faut voter cette initiative, parce que ça ajoute un tout petit peu d'argent à des gens qui en ont tellement peu que ça va être pour eux un soulagement. Alors voilà, après on peut faire beaucoup d'études sur la flexibilité, mais comment l'introduire en préservant l'essentiel, qui est encore une fois un revenu suffisant pour les plus pauvres, enfin les gens qui ont les revenus les plus modestes. Merci infiniment Philippe Roch. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, c'est toujours beaucoup de plaisir à être avec vous. Excellente journée partagée.